D'après vous, d'après les autres, combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 2000, enfin d'aujourd'hui quand même? Aucune, zéro. Le mot hiérarchie a disparu. Ou alors, nous disent Boltanski et Schiapolo, quand il est encore cité, c'est pour nous dire de ne plus l'utiliser. Alors je vous pose la question, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Parce que si vous me dites que non, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors les linguistes nous apprennent qu'on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Et les syndicalistes ont un problème. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement difficile, voire impossible, de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais des hiérarchies, mais n'emporte pas le nom. Mesdames, Messieurs, quelle est selon vous? On ne souffle pas. On ne souffle pas parce que je vais vérifier qu'il n'est jamais trouvé. Quel est selon vous le mot qui apparaît le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management d'aujourd'hui? Collaborateur. Collaborateur deux fois. Collaborateur. Et participation, collaborateur, participation, collaborateur, participation. Comité directeur, collaborateur, participation. C'est génial, parce que ces mots-là sont trouvés, ça fait 400 fois que je fais cette conférence depuis 2006, ces mots-là sont trouvés tous les soirs. Enfin, chaque fois que je joue. Collaborateur. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous les trouvez? Parce que vous voyez le piège de ces mots. C'est-à-dire que vous le décelez. C'est pour ça que vous pouvez les citer. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, ou quand le patron vous appelle une collaboratrice et qu'il vous file un SMIG, tu vois, etc. Donc vous voyez le truc. Chez moi à Quimper, il y a une, j'adore ça, il y a une affiche du centre de recrutement de l'armée de terre. Et c'est l'armée, premier partenaire des jeunes. Et non, et celui-là, il n'est jamais trouvé, bien sûr. Il n'est jamais trouvé. Il a été trouvé 5 fois en 5 ans, je crois. Il n'est jamais trouvé. À chaque fois, je suis bluffé quand quelqu'un le trouve, mais ça n'arrive jamais. Et vous savez pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est la définition d'une idéologie dominante. Une idéologie est dominante quand sa fonction idéologique ne peut pas être perçue. C'est-à-dire que c'est parce que vous ne pouvez pas voir sa fonction idéologique qu'elle est dominante. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter leur chef à tous, le prince noir, notre ennemi commun. Projet. Mesdames, Messieurs, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que ce satané foutu machin a envahi notre espace mental à un point où je vous mets au défi de penser aujourd'hui en dehors de cette catégorie. Faites comme certains spectateurs dans des réunions, mettez une croix chaque fois que le mot est utilisé, vous allez vous faire peur. Mesdames, Messieurs, nous disons aujourd'hui de jeunes qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de vieux qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons d'handicapés. Nous soumettons l'allocation de certains droits au fait de déposer préalablement un projet. Les seuls à qui on ne demande jamais de projet, ce sont les riches. Ça ne vous frappe pas? Un spectateur est venu me voir pour que sa petite fille bénéficie d'une opération des yeux très coûteuse. On lui a demandé quel était le projet de vie de cette petite fille qui nécessitait cette opération, qui la justifiait. Aujourd'hui, en prison, les prisonniers doivent avoir un projet de détention, puis un projet de réinsertion. Une femme qui accouche en France depuis 2 ans doit faire un projet de naissance. C'est-à-dire qu'elle doit inscrire son acte d'accoucher dans un protocole productif et marchandisable. Nous disons couramment que nous devons avoir un projet de vie. Manifestement, vivre ne suffit plus. Et il nous faut manifester par notre façon de vivre un processus productif permanent, puisque vous commencez peut-être à le comprendre. Projet veut dire en réalité produit, sans que nous nous en rendions compte. Ce mot-là, ce mot qui n'aurait jamais dû sortir de la boîte dont il est sorti dans les années 85. Au milieu des années 80, la méthodologie de projet arrive des États-Unis en France. Elle vient de la théorie de la gestion accès-résultat, qui elle-même vient de la théorie de la rationalisation des choix budgétaires, qui n'est rien d'autre
que le projet totalitaire de privatisation de la totalité des services publics. La méthodologie de projet, ça sert à ça sert à préparer ça. Et donc il va falloir apprendre à nous défendre contre ce machin, parce que ça transforme... Ce mot est tellement anodin, tellement neutre, tellement positif. C'est bien d'avoir des projets, non? Je sais pas, moi j'ai des projets de vacances, j'ai un projet politique, c'est la révolution, tu vois? Je veux dire, ce mot transforme tout ce qu'il touche en une marchandise selon la définition marxiste de la marchandise. Hein. Une marchandise, c'est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui testent sa pertinence contre un bien ou un service équivalent sur un marché. Mais écoutez, aujourd'hui un éducateur de rue, vous savez comment il travaille par rapport à il y a ne serait-ce qu'une génération. Là, je vais faire pleurer les plus jeunes dans la salle. Il y a une génération, années 80, un éducateur de rue recevait une subvention dite de fonctionnement. Parce qu'on considérait, à l'époque, le pouvoir qui finançait considérait qu'il avait un métier, c'est-à-dire une qualification, et qu'il savait ce qu'il avait à faire. Et donc on lui donnait de l'argent, et on ne lui demandait, je vous jure que c'est vrai, on ne lui demandait absolument pas de déposer le moindre projet pour avoir cet argent. Et on contrôlait a posteriori. On évaluait ce qu'il avait fait, parce qu'on n'était pas idiots à l'époque, d'accord, on ne gaspillait pas l'argent public, mais en gros, il pouvait penser son métier dans le long terme, il pouvait le penser politiquement, d'accord, et parce qu'un éducateur sait qu'on ne change pas la mentalité d'un groupe de jeunes à moins de 6-7 ans sur un quartier. Vous savez comment il travaille aujourd'hui, cet éducateur? Vous le savez tous. Aujourd'hui, cet éducateur, pour pouvoir travailler, il va devoir déposer un projet. Ce projet va durer très exactement 1 an. Ce projet a un début, mais surtout il a une fin. Ce projet n'est pas fini, qu'il est en train de préparer le projet suivant avec d'autres jeunes. C'est bien ça l'astuce. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a raté. Limite s'il n'a pas eu lieu. Cet éducateur n'a plus le droit à l'échec. Et donc cet éducateur ne se rend pas compte, bien sûr, quand il travaille de cette manière, parce que toute la société est en train de se mettre à travailler de cette manière, qu'il est en train de préparer le terrain pour la marchandisation généralisée de son secteur. Et donc, il va falloir apprendre à nous débarrasser de ces trucs-là. Mais ça ne va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs. Et comment est-ce qu'on se bat contre du vocabulaire positif? Eh bien, nous n'avons pas encore inventé les modes de résistance. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous? Vous êtes malade? Vous savez ce que c'est que la démarche qualité? C'est des gens qui sautent par la fenêtre dans une entreprise dont on ne dira pas le nom parce qu'elle nous fait un procès. Okay? C'est ça la démarche qualité. C'est des infirmières qui n'ont plus le droit de parler à des malades parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire une toilette en 4 minutes. Alors qu'elles ont fait ce métier pour parler. C'est pas du tout de la qualité, ça c'est autre chose. Mais si ça s'appelait vraiment ce que c'est démarche productivité, les syndicats pourraient se battre, mais démarche qualité, comment voulez-vous battre? Vous êtes contre, je sais pas moi, vous êtes contre l'harmonisation des diplômes, c'est pas bien, vous n'aimez pas l'harmonie, vous n'êtes pas harmonieux alors l'autonomie des établissements, c'est pas chouette ce truc, hein, l'autonomie, vous n'aimez pas l'autonomie? Mutualisation, tous les pièges, transversalité, transparence. Donc tous ces machins qui nous tuent, qui nous rendent dingues, qui nous oppriment, sont tous des mots à désignation positive. Et donc ce piège-là, il va falloir qu'on se mette au boulot pour inventer les façons de nous défendre. Mesdames, Messieurs, le projet, c'est ce qui tue le désir. N'importe quelle femme ici présente à cette seconde est capable de comprendre la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. Parce que le désir institue l'autre en sujet, alors que le projet institue l'autre en objet. Le désir prend le risque de l'échec, de la négociation, du refus, pas le projet. Le projet, c'est de définir toutes les étapes du processus en étant exactement sûr de la façon dont ça va être fait, exactement à la fin, et donc on n'a plus envie de le faire. Le projet, c'est ce qui tue le désir. Le philosophe Alain, je suis tombé sur cette phrase magnifique il y a 2 ans, j'ai compris le contraire de la méthodologie de projet en lisant une phrase de Alain. Alain dit « Le secret de l'action, c'est de commencer ». Il ne dit pas c'est de faire des étapes et de faire N+4, N-4, N-3, etc. Il dit le secret de l'action, c'est de commencer. Et vous vous rappelez, ceux qui ont mon âge, quand on travaillait avec des gens, avec des jeunes, le grand mot d'ordre, c'était le résultat final compte pas.
On ne veut pas savoir ce que c'est le processus qui compte. C'était instituant, on inventait, c'était génial. Et donc il va falloir apprendre à nous débarrasser de ce truc-là. Alors moi je vous fais une proposition, c'est qu'ici, en Haute-Vienne, vous fassiez savoir à vos financeurs que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent. Et que vous en avez marre de passer 80% de votre temps statistique à l'appui, vérifier 80% du temps d'un professionnel à faire des montages de projets. D'accord ? D'accord ? À faire du copier-coller, d'accord ? Avec des projets qui ne seront pas lus, qui ne seront pas évalués, qui sont toujours les mêmes, d'accord ? Avec 14 territoires de financement. Vous en avez marre. Que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale à chaque nouveau projet bidon, que ça suffit. Et que peut-être, si vous faites ça collectivement, vous aurez en face de vous des gens, peut-être des alliés, dans l'appareil d'État, qui eux-mêmes en ont marre d'être des guichets à projet, parce que c'est franchement pas marrant de travailler comme ça, quoi. Il y a un moment... Bravo!